Fait que quand on a parlé au début, le thème réflexion, c'était plein de choses. On peut réfléchir sur un paquet de trucs. Puis j'ai décidé de vous parler de philanthropie, qui n'est pas nécessairement un sujet super olé, mais je pense qu'il est un sujet qui peut être une porte d'entrée pour regarder un paquet de trucs qui se passent dans notre société. Donc, moi, je suis en philanthropie depuis 4 ans. Avant ça, j'étais dans le mouvement écologiste pendant 12 ans. C'était un autre monde complètement. Je suis passé du côté des gens qui ont du pouvoir financier, puis il faut se le dire, du pouvoir tout court. Et moi, quand je suis arrivé à la philanthropie, c'est-à-dire ma première conversation sur la philanthropie, je l'ai eue sans le savoir quand j'étais petit avec mon père. Bon, faut s'imaginer, là, mon père est un prof de philo au cégep, marxiste dans les années 70. Puis un jour, mon père, il m'a enseigné que la charité et la solidarité, c'est 2 choses différentes et qui s'opposent. Puis je suis toujours resté là-dessus, puis je pense qu'au Québec, notre rapport à la philanthropie est beaucoup, beaucoup axé sur cette dichotomie-là, c'est-à-dire que on a au Québec une tradition de solidarité parce qu'on était pauvres. Et donc, tu sais, le mouvement Desjardins, ça s'est créé avec des 10 sous puis des 25 sous de fermiers, de paysans, tout ça. Puis ensuite, les premières fois qu'on a réussi à avoir du capital, c'est parce qu'on a investi l'État, puis qu'on s'est donné des institutions publiques parce qu'il n'y avait pas de capital francophone, parce qu'on était dans un pays colonisé, il faut se le dire. Et donc, notre rapport à la philanthropie, il est un peu comme, oui, on est généreux, on aime partager, on a une forme de solidarité, mais on n'est pas vraiment dans un rapport à l'argent qui est tout à fait le même que nos amis du reste du pays. Et là, tout d'un coup, je me retrouve, fast forward 30 ou 40 ans plus tard, puis je me retrouve PDG d'une fondation philanthropique. Puis là, dans ma tête, depuis que je suis là, ça fait 4 ans, j'essaie de réconcilier ces 2 choses-là, la charité et la solidarité. Et la question, c'est jusqu'où on est capable de pousser le modèle philanthropique pour sortir d'un rapport de charité. C'est-à-dire, le rapport de charité étant, je m'appelle Bill Gates ou Elon Musk, je vaux 200 milliards, puis là, je vais distribuer un peu d'argent. Puis là, je suis content parce que j'ai créé des puits en Afrique. J'ai pas transformé, c'est-à-dire que c'est toute la machine qui crée les inégalités qui me permettent de devenir riche, puis après ça, je distribue des miettes. Et donc, ce système, je ne suis pas en train de dire que la générosité de ces gens-là, elle n'est pas bonne. Je suis en train de dire que dans un monde idéal, c'est un peu comme quand j'étais à la Fondation David Suzuki, je disais, notre objectif comme fondation, la Fondation David Suzuki, c'est de ne plus avoir de raison d'être. C'est-à-dire que si on sauve l'environnement puis la planète, on ferme la shop puis on va faire d'autres choses, puis c'est merveilleux. En philanthropie, le but ultime, ce serait qu'on n'ait plus besoin de philanthropie, il me semble. Donc, c'est un peu là où, j'arrive un peu, j'étais un peu comme un ovni ou un extraterrestre dans le monde philanthropique, mais en fait, je ne suis pas le seul. C'est ça la bonne nouvelle. On est plusieurs à réfléchir sur comment transformer le modèle philanthropique. Puis, une fondation communautaire, c'est un beau lieu pour faire ça. Puis, ça me permet de vous parler un peu de la Fondation du Grand Montréal. Il existe autour de 200 fondations communautaires au Canada. Au Québec, on en a 11 ou 12. Puis, une fondation communautaire, c'est un peu une mutuelle. Ou, si vous voulez une image, c'est comme une caisse de dépôt de la philanthropie. C'est-à-dire que plutôt que... il y a plein d'organismes et d'individus qui vont créer des fonds philanthropiques et nous demander de gérer ces fonds-là. Puis ensuite, on distribue les subventions en fonction de leur volonté. Ça permet d'avoir des projets philanthropiques à une fraction du coût de créer sa propre fondation, autant pour un individu que pour un organisme. Je pense, mettons, à un organisme qui, je sais pas moi, qui viendrait en aide... je sais pas, aux personnes itinérantes, puis qui décide qu'il veut créer un fonds philanthropique à long terme, s'ils mettent en place toute une structure de fondation, il va falloir qu'ils payent des gens pour gérer ça, il va falloir qu'ils se créent un comité, un conseil d'administration, toute la conformité, tout ça. C'est tous des coûts que l'organisme va devoir assumer, que finalement, en le mutualisant avec d'autres organismes dans une fondation communautaire, ça coûte une bouchée de pain, ça coûte presque rien. Même chose pour des individus qui créent des fondations. Créer un fonds chez nous, ça prend une semaine, des fois ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 3 mois, dépendamment de quel point c'est complexe. Mais dans tous les cas, c'est beaucoup moins long et moins coûteux que de créer sa propre fondation. Et donc, c'est ça. Aujourd'hui, on a 800 fonds philanthropiques, 450 millions d'actifs sous gestion. Et la force d'une fondation communautaire, c'est qu'on est toutes les causes sur un territoire donné.
Donc, on n'est pas la fondation pour les enfants malades, puis on n'est pas la fondation pour la culture, puis on n'est pas la fondation pour le sport, l'éducation. On est vraiment un véhicule, un moyen que toute la communauté peut utiliser pour donner plus d'impact à sa philanthropie. Alors, ça fait en sorte que les fonds ne nous appartiennent pas. On n'est pas... C'est-à-dire, ils nous appartiennent légalement, mais, on n'est pas comme une famille qui aurait fait fortune, puis que là, on utilise notre argent pour développer des choses. Donc, on est vraiment dans une posture qui est très, très humble par rapport aux fonds qu'on gère. Et c'est important parce que souvent, les personnes qui développent des projets philanthropiques ont eu beaucoup de succès dans le système économique dans lequel on est. Et ensuite, quand ils passent, disons, ils vendent leur entreprise, puis ils vont créer une fondation, ensuite, ils vont utiliser la même... Ils vont se dire, bien, j'ai réussi en affaires avec une approche, puis je vais continuer d'avoir la même affaire en philanthropie. Et en réalité, puis c'est là où je pense qu'il y a un problème fondamental qui se crée dans la philanthropie. Parce que la philanthropie, normalement, on ne la fait pas pour nous-mêmes, c'est pas pour faire des profits, on la fait pour donner un impact dans la communauté. Donc, nous, à la Fondation du Grand Montréal, quand je suis arrivé, on a fait plusieurs choses. Tu sais, très rapidement, on a décidé d'aller dans les secteurs où la philanthropie n'est pas. Parce qu'il faut se le dire aussi, la philanthropie, tu sais, au Canada, la première cause philanthropique qui est financée, c'est la religion. La deuxième, c'est la santé, pas de surprise là. Ensuite, il y a les questions sociales, là, par exemple, s'entraide, tout ça, puis l'éducation. Mais quand on a commencé à regarder, par exemple, il y a moins de 3 % de la philanthropie canadienne qui va au secteur de l'environnement. Il y a moins de 1 ou 2 % qui va aux populations noires. Il y a il y a presque rien qui va aux communautés autochtones. OK? Donc, tu sais, notre philanthropie qui est censée, d'une certaine façon, venir compenser pour les inégalités qu'on crée, bien, elle continue finalement de maintenir les rapports. J'irais même jusqu'à dire, c'est une forme de colonialisme qui continue de perdurer à travers la philanthropie. Donc, pour démanteler ça, il faut être capable d'avoir le courage d'aller investir à des endroits où d'autres vont. Moi, j'appelle ça investir. C'est pas de donner, c'est pas. On va soutenir des investissements sociaux, puis on va à des endroits où d'autres ne sont pas allés. Pour faire ça, il faut être prêt à prendre des risques. Puis ça, c'est un problème fondamental, c'est que souvent, est-ce qu'il y en a des gens qui font des demandes de financement puis des rapports ici, juste à m'élever, qui... OK, c'est ça. Tu sais, le donateur, il va arriver chez vous puis il va dire, bon, moi, je veux un organisme qui est solide, déjà établi. Donc, tu sais, un organisme naissant, il n'a pas accès à la philanthropie. Après ça, il va vous demander de faire un projet spécifiquement pour lui, parce qu'il ne veut pas financer la mission. Il ne veut pas financer les salaires. Il ne veut pas financer les frais administratifs. Il ne veut pas financer tout ce qui permet à l'organisme d'exister. Fait que là, il va financer juste un projet. Il va le financer juste sur 1 an, pas sur 3 ans. Puis après ça, il va vous demander un rapport pour montrer comment son 5 000 $ à lui ou à elle, il y a eu un impact dans la communauté. Puis là, vous allez faire ça pour 8 donateurs différents. Donc, les organismes sont toujours en train... 1, les petits organismes n'ont pas accès. C'est juste les gros organismes qui ont accès à la philanthropie. 2, tout le monde va être en train d'écrire des projets pour satisfaire les fondations ou les philanthropes. Et à la fin de ça, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est pas la philanthropie qui soutient les organismes. Essentiellement, c'est les organismes qui sont en train d'essayer de satisfaire la philanthropie. OK? On a... Le rapport de pouvoir est pas correct. Donc, il y a une chose, il y a un mouvement en philanthropie qui s'appelle la philanthropie basée sur la confiance, le Trust-Based Philanthropy, qui a émergé un peu partout, en Amérique du Nord puis aussi en Europe. L'idée étant qu'il faut inverser ce rapport de pouvoir-là. Les organismes de la communauté connaissent les besoins, ils sont capables de faire la job. Donc, à ce moment-là, on va leur donner de l'argent à la mission, plusieurs années. Puis après ça, si jamais pour une raison ou pour une autre, disons, une fondation philanthropique a donné 10 000 ou 20 000 $ ou 50 000 $ à un organisme, puis ça a été un échec, qu'est-ce que la fondation a perdu? Elle n'a rien perdu. Ce n'était pas un fonds de pension. Il n'y a pas personne qui va perdre son emploi dans cette fondation-là. Tu sais, il n'y a pas de risque en réalité. Mais moi, j'ai vu des gens en philanthropie, tu sais, demander des états financiers pour donner 2 000 $, tu sais.
C'est comme... donc, nous, à la Fondation du Grand Montréal, on a commencé à mettre ça en œuvre, la philanthropie basée sur la confiance. Non, la première chose qu'on a dit, c'est qu'on a dit, on va donner un environnement. Ça, vous me connaissez, donc on a commencé à faire ça. Ensuite, on a dit, on va donner aussi, on va financer des activités de plaidoyer. Parce que, tu sais, le plaidoyer, c'est important aussi. Dans la philanthropie, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas financer ça. Ah, c'est politique, on ne veut pas s'en occuper. Puis moi, je dis toujours, pensez-vous qu'on a réglé le tabagisme au Canada juste en faisant des campagnes de sensibilisation? Non. On a financé des campagnes qui ont fait changer des lois, qu'on n'a pas le droit de fumer ici, des choses comme ça. Le plaidoyer est important. Ensuite de ça, on a dit, on va donner à la mission, on va donner à des populations en quête d'équité. Et donc, on s'est fixé l'objectif, parce qu'on a dit, tu sais, c'est bien beau, les principes, mais on s'est fixé l'objectif que 50 de nos subventions, donc les programmes que nous, que la Fondation contrôle, parce que il y a des gens qui ont des fonds chez nous, puis c'est eux qui déterminent où on va verser l'argent, mais il y a une partie que nous, on contrôle. À peu près 1,5 million par année, on a dit au moins la moitié de ça va aller à des populations en quête d'équité. La première année qu'on a fait ça, c'est 66 de nos subventions, puis 66 en valeur, puis 60 en nombre, qui sont allés aux populations en quête d'équité. Cette année, je pense, en 2024, on va finir à 70-75 Donc, on envoie le dollar philanthropique là où le dollar philanthropique n'est jamais allé. On finance des organismes naissants, souvent qui ne sont même pas incorporés. Puis on accepte de prendre le risque. Et la manière dont on ne demande pas aux gens de produire des demandes de projets là, grosses comme ça, on fait des entrevues. Ça rend ça plus accessible des fois pour des organismes qui n'ont pas nécessairement encore les compétences puis des équipes de développement philanthropique pour écrire les beaux petits formulaires puis les rapports, tu sais, pour satisfaire les... Puis à la fin, plutôt que de demander des rapports d'activité puis de faire l'évaluation, tout ça, on regroupe les organismes ensemble, puis on fait une table ronde, puis on leur demande de partager leurs apprentissages, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été. Fait que plutôt que créer un incitatif pour dire à des organismes, tu sais, venir nous dire tout a été beau puis nous mentir, parce que c'est un peu ça, hein, on va se le dire, là, dans ça, tout le monde essaie de bien paraître. Bien, on crée un espace, un safe space où les gens peuvent échanger, puis ça ne changera pas la relation avec nous. Tu sais, fait que c'est possible de le faire. La preuve, c'est qu'on l'a fait, ça nous a pris à peine 2 ou 3 ans pour réussir à transformer le modèle philanthropique de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est du volet subvention. Mais il y a tout le volet placement aussi, parce que comme nous, on reçoit des fonds, puis on les place, puis je réfléchis beaucoup en ce moment sur le modèle philanthropique. OK, alors, si vous êtes... mettons que vous vendez votre entreprise, vous avez eu un montant en héritage, vous avez vendu une maison, je ne sais pas quoi, mettons que vous avez 1 million. Puis vous donnez 1 million de dollars, vous recevez 500 000, au moins 500 000 de l'État. Donc, ce qu'on appelle la philanthropie, c'est financé au moins 50 par l'État. Puis parfois, il y a des gens qui donnent puis qui passent par toutes sortes de véhicules. Il y a des actions accréditives, puis vous pouvez donner, si tu donnes des actions, tu as un retour fiscal plus grand. Ça peut aller jusqu'à 80 du don qui est financé par l'État. Puis ça, il faut toujours le garder en tête. C'est que ce qu'on appelle la philanthropie, c'est aussi financé par nous tous et nous toutes. Et donc, moi, dans ma tête, à partir du moment où cet argent-là est défiscalisé, puis l'État a donné une subvention très, très importante, on a un devoir d'utiliser cet argent-là, de le gérer d'une façon un peu différente, OK? À tout le moins pour lui donner le maximum d'impact. Fait que là, vous me suivez, mettons, j'ai donné 1 million, puis j'ai reçu, on va dire, 600 000 en retour fiscal. Donc, ça m'a coûté 400 000. J'ai donné 1 million, j'ai mis ça dans un fonds. Après ça, je vais placer ça dans un fonds philanthropique qui va être géré dans une banque, puis qui va être investi où, vous pensez? Les actions américaines. Je vais avoir de l'argent chez Amazon, je vais avoir de l'argent chez Tesla, je vais avoir de l'argent... peut-être de l'argent dans une compagnie minière qui est en train de détruire un territoire autochtone. Je m'en fous, je veux juste des rendements. C'était comme si c'était mes REER. Donc, il n'y a pas... Cet argent-là philanthropique, il n'y a pas de normes supplémentaires. Et souvent, les gens gèrent ça comme si c'était leur argent, mais en réalité, quand ils créent un fonds philanthropique, ils ont donné ça, normalement, à une fondation qui a émis un reçu de charité. C'est plus leur argent, mais ils gèrent encore comme si c'était leur argent. Tu sais, il y a quelque chose... C'est mon fonds philanthropique, mais en réalité, il ne m'appartient pas, mais c'est moi qui détermine comment on l'utilise. Et donc, quand j'ai commencé à scanner ça un peu, je me suis dit, OK, je prends 1 million, je reçois 600 000, ça me coûte 400 000, après ça, je le place, puis je distribue 5 par année. C'est le minimum qu'on doit distribuer annuellement, c'est 5 Donc, je distribue 50 000 par année.
Mais la banque où j'ai placé mon argent, elle, pour investir cet argent-là dans des fonds mutuels ou toutes sortes de choses, elle va me facturer 2 %. Des fois plus, des fois moins, ça peut être 1,5 %, tout ça, mais tout ce système-là, finalement, c'est comme subventionné par l'État pour être placé sur des marchés financiers. Puis on parle littéralement de dizaines de milliards de dollars au Canada. Aux États-Unis, c'est encore plus. Et c'est un argent qui est placé, c'est-à-dire que s'il est placé sur les marchés de la même manière que tout le reste est fait, bien finalement, c'est un peu comme si la philanthropie détruit la planète d'une main, puis crée des inégalités, puis de l'autre côté, donne des chèques pour aider des gens à boucler les fins de mois, avoir des repas quand ils sont plus capables de payer leur loyer. Tu montres pas d'ouvrage avec ça? Non, c'est ça. Mais, fait que, moi, je me dis, dans ce modèle-là, l'équation ne fonctionne pas. Il faut changer l'équation, OK? Parce que, dans le fond, on est en train de subventionner les gestionnaires financiers, subventionner les donateurs pour, au bout du compte, essayer de jeter des gouttes d'eau sur un feu. Mais pendant ce temps-là, ils jettent de l'huile sur le feu, par la manière. Donc, nous, on a décidé, on va passer à l'investissement responsable. C'est-à-dire, on a dit, tout l'ensemble de notre dotation, on va mettre ça sous investissement responsable parce que, d'abord, on ne veut pas détruire la planète en essayant de la sauver. On ne veut pas créer des inégalités en essayant. Puis on ne veut pas dire... Puis c'est là qui est le grand secret de la philanthropie, c'est que vous allez voir souvent des organismes qui sont dédiés à sauver la pauvreté, sauver la planète puis enrayer la pauvreté, mais que quand ils ont des fonds philanthropiques, cet argent-là est investi sans aucun regard sur l'impact sur la planète ou la pauvreté. Et tu sais, puis moi, quand je suis arrivé à la Fondation du Grand Montréal, j'ai dit il va y avoir une seule série de valeurs pour l'ensemble de l'organisation. C'est pas vrai qu'on va avoir des valeurs pour les placements puis des valeurs pour les subventions, puis c'est pas les mêmes valeurs. Une seule série de valeurs. Et donc, on a mis ça en place. Puis je peux vous dire que c'est pas simple. C'est vraiment difficile. Moi, je suis le gars qui a remis mon diplôme à l'Université McGill pour protester parce qu'il refusait de désinvestir des énergies fossiles, OK? Puis ça va faire 3 ans, là, dans un mois, qu'on a adopté notre politique d'investissement responsable avec des cibles de décarbonation, tout ça. Puis ça fait 3 ans que je m'arrache le peu de cheveux qui me restent sur la tête pour essayer d'avancer là-dedans parce que tous les systèmes financiers sont faits pour... On n'a pas l'information, tout ça, tu sais. Donc, on fait le travail, tu sais, puis on continue, mais ça demande beaucoup. Ça demande que le conseil d'administration, la direction générale, tout le monde dise on a une seule série de valeurs pour l'organisation. Mais souvent, je vais parler à des donateurs, puis ils font comme c'est quoi ces niaiseries-là, tu vas laisser de l'argent sur la table. Oui. Mais nous, on continue de le faire. Mais là, je vais aller une coche plus loin parce que ça demeure que si vous avez votre million du début, vous venez le placer chez nous. Là, on va vous dire, bien, c'est bon, on le place, puis on essaie de pas casser trop d'œufs pendant qu'on fait l'omelette. Donc, on essaie d'améliorer notre impact environnemental. On veut respecter les droits autochtones. On veut respecter les questions de diversité et inclusion. On a toutes ces choses-là qu'on s'est données comme objectif. Donc, on gère nos placements comme ça. Mais ça demeure que vous distribuez juste 50 000 par année. Pendant ce temps-là, il y a 950 000. Il ne dort pas, il est là pour faire des petits, là, il est là pour faire des intérêts, mais ce 950 000-là, moi, maintenant, ce qui me réveille la nuit, c'est comment je fais pour aller chercher ce 950 000-là puis le faire travailler dans le même objectif philanthropique. Et c'est là où, de plus en plus, il y a des fondations, pas juste communautaires, mais des fondations en général, qui s'en vont vers l'investissement d'impact. C'est-à-dire, on va faire des investissements qui vont avoir un rendement financier, mais qui vont aussi avoir un rendement social et environnemental. Le meilleur exemple, disons, je vous dis, votre million, on crée un fonds à 100 % impact, puis vous dites, moi, ça m'intéresse, je vais le déposer là. Au jour 1, on l'investit dans du logement abordable dans la région de Montréal. Donc, vous allez continuer d'avoir votre 50 000 par année. Vous allez continuer de voir votre fonds progresser. Mais au lieu de le faire progresser en investissant dans Amazon, vous allez le faire progresser en donnant un toit à des gens ou en aidant un organisme communautaire qui a besoin peut-être de faire des investissements. Donc, l'idée là-dedans étant que le capital philanthropique doit travailler autant, ce qui fait que vous auriez 2 fois plus d'impact pour votre dollar parce qu'on le ferait travailler pendant qu'il est investi. Parce que c'est facile, là, tu peux faire du logement abordable aujourd'hui puis aller chercher un 4, un 5, un 6 % de rendement, qui est à peu près ce que tu vas chercher sur les marchés. Là. Oubliez ça, les gens qui vous promettent 12 % par année. Là. Si vous mettez ça sur 10 ans, vous allez avoir du 5 ou du 6 ou du 6,5 peut-être. Donc,
L'idée là-dedans, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est qu'avec l'outil qu'on a, qui est une fondation communautaire, la Fondation du Grand Montréal, on est en train d'essayer de... je ne sais pas comment le dire. Des fois, je m'amuse. Je dis, on est en train de démanteler la philanthropie, mais en réalité, c'est pas ça. Puis c'est pour ça que j'arrivais ce matin, puis vous êtes un peu mes cobayes, parce que je m'en vais à la Chambre de commerce à compter ça le 23 avril. Il faut que je trouve la façon de leur dire sans trop les... mais ça m'a rappelé l'histoire que mon père m'avait dit, la charité versus la solidarité. Puis est-ce qu'on est capable de réconcilier ça à travers un modèle philanthropique? Et ma réponse à ça, puis je vais terminer là-dessus, c'est que je pense qu'on peut le faire si on met 100 % du capital en investissement d'impact, puis si on fait confiance aux organismes, puis qu'on va vers une philanthropie où on soutient la mission des organismes, puis où on laisse aux organismes le pouvoir de déterminer eux-mêmes c'est quoi les besoins de la communauté, puis d'y répondre. Puis quand on fait ça, bien, comme philanthrope, on accepte d'avoir l'humilité de s'effacer, puis on accepte aussi de prendre notre capital puis de le donner vraiment, vraiment au service de la communauté plutôt que d'en garder le contrôle. Donc, c'est là-dessus. C'est ça la réflexion que je voulais vous amener ce matin. Puis j'espère que si on se revoit dans quelques années, je vais pouvoir vous dire, bien, on a réussi. La philanthropie est descendue de son piédestal. Voilà.